Du haut de ses 3300 mètres, l'Etna domine un territoire entre ciel et terre. Entre terre volcanique et bleu azur. Deux mondes qui cohabitent de manière parfaitement harmonieuse. La Sicile est la plus grande île de Méditerranée, une île colorée et métissée, une île où il fait bon vivre. Syracuse, Messine, Raguse, Taormina, Céphalou, ces villes sont le témoignage des différentes cultures qui se sont succédées au cours des derniers siècles. Influence grecque, byzantine, arabe, espagnole ou encore française, les architectes et artistes siciliens ont su s'enrichir des savoirs venus d'ailleurs. C'est l'image que renvoie aujourd'hui la Sicile, comme les îles éoliennes, un petit paradis dont le reflet peut parfois être troublé. Cette douceur de vivre est sous la menace permanente des éléments. Ces deux nouveaux cratères sud-est sont dangereux car ils sont très actifs. Ils produisent beaucoup de lave, des nuages de cendres. Ils projettent aussi des bombes volcaniques sur les villages aux alentours. En Sicile, comme sur l'île de Stromboli, tout peut arriver à tout moment. En 2002, environ 20 millions de mètres cubes se sont détachés et sont tombés dans la mer, provoquant un tsunami. Un'onda di tsunami. C'est dans cette partie très étroite du détroit, dans la zone maritime, entre la Sicile et la Calabre, qu'un grand stress tectonique se produit. Cela provoque des tremblements de terre. Symbole de cette fragilité, le détroit de Messine, entre Sicile et Calabre. Dans la mythologie grecque, deux monstres gardent ce détroit. Ulysse, dans l'Odyssée d'Homère, les affronte d'abord Charybde, un terrible tourbillon, puis Scylla, qui dévore tous les navires qui empruntent ce passage. Ces monstres illustrent aujourd'hui les dangers auxquels sont confrontés les Siciliens. De Charybde en Scylla, c'est l'histoire de la Sicile. Nous sommes à l'est de la Sicile, une région vallonnée et façonnée depuis plus de 500 000 ans par le Monte Gibello, la montagne des montagnes. Ce volcan est plus connu dans le monde entier sous un autre nom, l'Etna. Depuis le 21 juin 2013, l'Etna fait partie des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les experts soulignent la beauté du site, mais pas seulement. Pour eux, l'Etna est un laboratoire exceptionnel pour mieux appréhender la volcanologie. Chaque année, comme Boris Behnke, des centaines de scientifiques italiens et étrangers auscultent ce volcan. Il faut dire que depuis 2700 ans, l'Etna est en activité permanente. À chaque fois, ces colères modifient le paysage, comme ce fut le cas en juillet 2011.
Ça, c'est un nouveau cratère sur l'Etna. C'est le dernier né de Mama Etna. On peut voir son grand frère juste derrière lui. Ce nouveau cratère forme un dôme de 230 mètres de large. Il n'existait pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est calme, mais il va continuer à grandir, ça c'est sûr. C'est vraiment spectaculaire. Ces 2 nouveaux cratères sud-est sont dangereux car ils sont très actifs. Ils produisent beaucoup de lave, des nuages de cendres. Ils projettent aussi des bombes volcaniques sur les villages aux alentours. Avec plus d'une centaine d'éruptions au cours des 100 dernières années, l'Etna est l'un des volcans les plus actifs et les plus surveillés au monde. 1 ou 2 fois par semaine, cet expert allemand installé en Sicile se rend au sommet de l'Etna. Il travaille pour l'Institut de volcanologie et de géophysique de Catane. Seuls les guides expérimentés et les volcanologues peuvent emprunter cette route. Des chemins, parfois difficiles d'accès. Ce jour-là, les dernières pluies de cendres rendent les lieux très glissants. Difficile d'aller plus loin. Boris Bainken n'est pas le seul sur le terrain. Ses collègues sont déjà là. OK, thank you. Là, il mesure l'épaisseur du dépôt. On suppose qu'il date du 18 avril 2013. Ils viennent à chaque fois qu'il y a une nouvelle éruption. Parfois, ils arrivent juste après l'éruption. C'est compliqué jusque-là, mais après, c'est tranquille. En fait, c'est plus impressionnant que ça ne l'est en réalité. C'est possible d'aller plus loin en voiture? Ah, oui, Oh, oui. si. Moi, je suis allé il y a 3 jours. C'est reparti. En voiture ou à pied, Boris Bainken, depuis plus de 20 ans, sillonne l'Etna dans ses moindres recoins. De sa base jusqu'au cratère. Sa mission consiste à cartographier le volcan. Un travail qui n'a rien de monotone quand on sait que l'Etna évolue régulièrement. Il rejoint ici d'autres collègues basés à Palerme en Sicile. Ensemble, ils se rendent au sommet du nouveau cratère qui se trouve au sud-est. Une longue marche sur des cendres qui parfois sont encore tièdes. Les mesures qu'ils effectuent ici sur les gaz qui s'échappent nous apportent de précieuses informations sur la position du magma, sur sa profondeur et sa quantité. C'est pour ça que nous effectuons des mesures comme celle-ci, des prélèvements et des analyses régulières pour connaître l'état du volcan. On dirait des astronautes. C'est dangereux ici? Oui, ça peut l'être. Les émanations ne sont pas très bonnes pour la santé. Il y a beaucoup de dioxyde de soufre, de dioxyde de carbone, de la chlorine, de la fluorine. Donc, quand ils rentrent dans une nappe de gaz pour faire des mesures, ils doivent être très bien protégés. Malgré ces conditions difficiles, à chaque fois qu'il grimpe au sommet, Boris Bainken découvre de nouveaux éléments et parfois de nouveaux cratères. Ce cratère est dû à un impact lors de l'éruption du Voragine en février et mars 2013. Un gros morceau de roche est tombé. Il a créé ce cratère. C'est un peu comme les cratères que l'on trouve sur la Lune. Mais celui-ci est plutôt de belle taille. Entre février et avril 2013, pas moins de 13 explosions ont eu lieu. Voici l'une des dernières éruptions filmées par le volcanologue allemand.
Pour l'expert, cela prouve que l'Etna a actuellement un énorme potentiel explosif. Oh, look, check this out. Ah, qu'est-ce que c'est? Happy little round Une bomb. drôle de petite bombe ronde. In the middle of all this, Au milieu de cette zone dévastée, de ce chaos, ugly, big on trouve cette drôle de petite bombe ronde. round bomb. Elle est Although it's quite plutôt heavy, lourde. and if this comes on your head, Si vous la prenez sur la tête, elle peut vous blesser, même si vous it portez un hurts. casque. And if it comes from a few Si elle tombe de meters, plusieurs milliers de mètres, elle vous fait un trou dans votre might even make casque. a hole in the helmet. So, Il faisait vraiment pas bon être ici il y a quelques semaines. a few weeks ago. Pour Boris Benke, l'Etna n'est pas seulement un objet d'étude. C'est un volcan qui le fascine depuis sa plus tendre enfance en Allemagne. Dès qu'il le peut, il transmet sa passion et son enthousiasme à des stagiaires volcanologues venus du monde entier. Mama Etna proudly presents Mama Etna est fière de vous présenter les frères Cratères du Sud-Est. There's the big brother, Voici le grand frère, and then et là, c'est le petit frère qui n'a que 2 ans. only 2 years old. If you were working Si vous 2 étiez years ago, venu il y a 2 ans, vous n'auriez vu que le grand frère. the other one was L'autre not there. n'était pas encore là. And then over here we have the Et de l'autre côté, on a le cratère du Nord, qui est le point culminant de l'Etna, à 3300 mètres. 330 meters. Yeah. So this is the Ici, voragine, c'est la Voragine, la grande bouche. big mouth. And this was active, Elle était encore en activité il y a quelques semaines. and then it fell back Mais là, asleep. elle dort à nouveau. Behind Derrière, the Bocca Nuova, c'est la Bocca Nuova. and we can see a little Et vous cone pouvez in voir there. le cône à l'intérieur. And this cone formed Ce cône s'est formé entre 2012 et 2013. 2013. So now we have the chance Et vous to savez, on a de la chance de pouvoir admirer un tel panorama spectacular scene here. sans Without craindre pour nos vies. risking our lives. Boris Benke ne se laisse jamais abuser par la beauté des lieux. Il sait que l'Etna peut se réveiller et semer de nouveau la terreur. Il emmène ici la stagiaire volcanologue à Randazzo, un village sur le flanc nord de l'Etna. Ces traces sont celles d'une coulée de lave qui date de 1981. Les conséquences auraient pu être plus dramatiques si l'alerte n'avait pas été donnée à temps. La lave dévale jusqu'à la commune de Randazzo. Elle détruit d'abord une parcelle de vigne, puis une maison. Au total, une centaine de maisons disparaissent sous les coulées de lave. Un couple de retraités qui dormait est sauvé in extremis. Il n'y a pas de victimes. There was one of the most dramatic. Ici a eu lieu l'une des plus importantes éruptions de ces dernières années. If you look out here, Si tu regardes par la fenêtre, you see tu verras les traces de la coulée de lave. came down. So maybe half an hour ago, Elle n'a it was mis still up qu'une there. demi-heure You can pour see dévaler jusqu'ici. there will not be very much Ça time n'a for pas the laissé people to beaucoup de get temps out aux of gens the pour way. s'écarter de son passage. Comprendre ce qui s'est passé pour éviter un drame de grande ampleur, c'est l'objectif prioritaire des experts de l'Institut de géophysique de Catane. Lava flow came out at a very La lave high coulait à une rate in this vitesse part of the incroyable fissure, which is up depuis la there in the fissure qui se forest. trouve là-bas. More than 600 Plus de cubic 600 meters mètres per cubes par second. seconde. C'est That's inhabituellement unusually high. élevé. For Etna, normally Pour l'Etna, normalement, une éruption en moyenne
a un débit maximum de 30 mètres cubes par seconde. Cela explique pourquoi, avec 600 mètres cubes par seconde, la coulée a dégringolé très vite. Ça semble comme si c'était hier, même si ça fait plus que 30 ans, mais c'est encore très vif et chaque fois que j'y pense, ça me fait venir les frissons. C'est ce genre d'éruption de l'Etna qu'on n'a pas beaucoup d'envie de revoir. Et surtout pas sur l'autre côté de l'Etna où il y a des zones extrêmement urbanisées. Ce serait un énorme problème. Malgré les risques, depuis des siècles, les villages poussent un peu partout au pied du volcan, comme si la population ne craignait pas les foudres de Mama Etna, comme la surnomme Boris Behnke. Un survol du volcan qui couvre une superficie équivalente à celle de l'agglomération parisienne montre que l'Etna est bien peuplée. 1 million de personnes environ vivent dans ces zones à risque. La région se développe alors que le volcan est toujours aussi menaçant. Ces images tournées par le volcanologue au printemps 2013 le prouvent. Les éruptions sont de plus en plus spectaculaires. Ce ne sont plus seulement des coulées de lave, mais il y a aussi des retombées de cendres et de pierres volcaniques. Depuis l'intérieur de la voiture de Boris, une impression de fin du monde règne. Sur la route, à certains endroits, les dépôts de pierres et de cendres volcaniques atteignent près de 50 cm. 2 mois après cette pluie si étrange, l'expert allemand revient dans le village de Milo. Si au centre, les rues ont été nettoyées, en revanche, certains quartiers restent envahis par cette poussière noire. Ce n'est pas la première fois que le maire fait appel à une société spécialisée pour débarrasser ces rues des rejets du volcan. Bon alors, en somme, ça s'améliore un peu. Oui, ça redevient comme avant. En espérant que ça ne reprenne pas. Oui, en effet. Parce que le problème, c'est que c'est un événement qui se répète trop souvent. Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois, que à peine nettoyé, ça recommence. Malheureusement, oui. Jusque-là, le maire recevait une subvention exceptionnelle de l'État. Dernièrement, nous avons demandé une intervention aussi bien à la préfecture qu'à la région de Sicile, parce que notre commune n'a pas les ressources pour assumer le nettoyage du village. Ils n'ont même pas répondu. Ils ont pourtant reconnu l'état de catastrophe naturelle. Mais depuis, nous n'avons eu aucune information, aucune nouvelle. En 2012, la commune avait reçu plus de 100 000 € de l'État pour déblayer ses rues. Cette année, le maire puise dans ses propres caisses. Une situation qui est symptomatique de la crise économique que traverse l'Italie. Milo n'est pas à l'abri d'un drame comme celui qui avait failli détruire le village en 1950. Une éruption d'une rare violence et une coulée de lave qui s'arrête juste aux portes de la commune. C'est le curé qui nous raconte l'histoire. D'abord, les villageois ont organisé une procession. Ils ont transporté Saint-André, le protecteur du village. Puis, ils ont essayé en transportant la statue de la Vierge ici, à Milo. Et ultime tentative, ils ont transporté le très saint sacrement, l'Eucharistie. Puis le curé de l'époque prononce la bénédiction. À ce moment-là, les fidèles s'agenouillent. Ils n'en croient pas leurs yeux. Leurs prières sont exaucées. La coulée de lave s'arrête.
La foi ne se fonde pas sur des événements un peu extraordinaires. Elle a été fondée sur quelque chose de plus solide, Jésus-Christ. Par conséquent, il faudrait donc éviter tout miraculisme. Un peu partout sur les pentes de l'Etna, des monuments et des chapelles comme celle-ci sont édifiés pour remercier les saints protecteurs. Dans ses sermons, le curé de Milo rappelle, lui, que la nature et le volcan n'en font qu'à leur tête. Ailleurs dans l'île, il n'y a pas eu de miracle. Au fil du temps, des villages ont été rasés. D'après les informations connues, 77 personnes ont été tuées au cours des 600 dernières années. Peu de victimes. Mais Boris Behnke ne veut pas que les Siciliens oublient le danger. Il ne souhaite pas non plus dramatiser la situation. Ce jour-là, à l'université de Catane, l'expert dénonce tous ceux qui prédisent une éruption qui provoquerait la mort de milliers de personnes. Il veut aussi rappeler que les coulées et les cendres de Mama Etna sont une bénédiction pour tous ses habitants, comme ici à Randazzo, la commune qui recycle les pierres volcaniques. Il y a de la pierre de lave ici, et là encore. C'est incroyable. Cette ville est entièrement bâtie avec de la pierre de lave, alors qu'elle a failli être détruite par la lave en 1981. En fait, c'est comme un cycle. La lave prend, la lave donne. Un survol de la région montre à quel point Mama Etna peut être généreuse. Des champs d'oliviers, de citronniers et des hectares de vignes profitent de cette terre volcanique, et cela ne date pas d'hier. Dans leurs textes, les grands auteurs ou philosophes grecs louent déjà la qualité de ces vins. Maria Carella est l'une des rares femmes œnologues de Sicile. Buongiorno Pietro. Bonjour Pietro. Bonjour. Comment va la vigne? Bien. Vous savez, dans l'Odyssée, on parle déjà des vins de l'Etna. On raconte qu'Ulysse soula le géant Polyphème avec notre vin. Ici, nous sommes au cœur de l'un des cratères éteints de l'Etna. Un cratère qui date de 600 avant Jésus-Christ. Ici, c'est un sol volcanique. C'est une terre riche en minéraux qui confère au vin toute sa structure et sa saveur. Ce terroir est situé en altitude, à 1000 mètres environ. Il bénéficie d'un climat unique. Ici, nous avons les premières petites grappes qui sont en fleurs. Elles feront naître le raisin qui donne nos vins de l'Etna. L'Etna, c'est un danger ou c'est une bénédiction? L'Etna, c'est les deux. C'est un danger parce qu'il faut toujours être en alerte. Il peut y avoir des cendres volcaniques, il peut y avoir des écarts de température de façon très soudaine. Mais tout cela, en même temps, est une bénédiction, car cela donne naissance à des grappes qui donnent des vins vraiment, vraiment très spéciaux. Donc, c'est les deux à la fois. Les viticulteurs ne sont pas les seuls à profiter de cette terre. Chaque année, des dizaines de milliers de touristes viennent découvrir la beauté de cette région qui doit sa richesse et sa notoriété à Mama Etna. Au nord de la côte sicilienne, il y a un petit archipel qui fait autant parler de lui que l'Etna. Ce sont les éoliennes, les îles du vent. Mais pour le volcanologue Boris Behnke, il ne faudrait pas se fier à la douceur de leur nom. Ces 7 îles ne sont pas seulement le territoire d'Éole, le dieu du vent, elles sont aussi le royaume de Vulcain, le dieu du feu.
Nous sommes à présent au-dessus du Stromboli. Comme vous pouvez le voir, il est entouré d'autres pics, plus ou moins vieux. Ici, c'est la Chara del Fuoco. C'est une cicatrice sous le volcan où viennent s'entasser les résidus des dernières éruptions. C'est vraiment un matériel très instable. C'est sans doute le risque le plus important. Cela n'arrive pas très souvent, tous les 1000 ans environ. Un énorme morceau de montagne se détache et glisse jusqu'à la mer. Cela provoque des tsunamis qui peuvent, en 10 à 15 minutes, atteindre les côtes nord de la Sicile et de la Calabre. C'est un danger qui est très préoccupant. C'est pour cela que nous avons installé toute une batterie de sondes pour surveiller en permanence les mouvements de cet amas de lave. La Chara del Fuoco, c'est la cicatrice de feu. C'est elle qui peut transformer ces lieux paradisiaques en enfer. Le Stromboli est un volcan actif. En moyenne, une explosion toutes les 15 minutes. Parfois, l'une de ces explosions peut provoquer un éboulement de matière volcanique, comme ici, en décembre 2002. Impossible de s'aventurer sur ce flanc du volcan. Les cendres sont brûlantes et instables. Le seul moyen pour approcher cette zone, c'est par la mer. C'est une équipe de l'Université de Florence qui relève les données émises par les différents capteurs. La moindre secousse est enregistrée. La Sciara del Fuoco est caractérisée par ce versant, avec une forte pente. En 2002, environ 20 millions de mètres cubes se sont détachés et sont tombés dans la mer, provoquant un tsunami. Plus de peur que de mal à l'époque, mais les experts restent convaincus qu'un jour ou l'autre, un tsunami dévastateur partira de ce versant du Stromboli. C'est difficile. Oui. Les capteurs de pression, de température et l'hydrophone sont placés à une profondeur de 15 mètres sous le niveau de la mer. Ces câbles arrivent du fond et entrent dans le boîtier électronique. On peut ainsi définir, en temps réel, la hauteur et la fréquence de ces vagues et évaluer la possibilité d'un tsunami. Avec de tels équipements, les experts pourront peut-être anticiper un raz-de-marée. Ils ne pourront pas l'éviter. Un tsunami prévisible, mais personne ne peut dire quand il aura lieu. Voici ce qui pourrait arriver. Après l'effondrement de la Chara del Fuoco, une vague exceptionnelle reviendrait frapper l'île, et plus loin la Sicile, puis la Calabre. Les quelques 600 habitants de l'île ont appris à vivre avec ce volcan très actif. Si la dernière en date s'est produite en décembre 2002, les pires éruptions eurent lieu en 1919, puis en 1930. Domenico Russo n'avait que 10 ans à l'époque, mais il se souvient de cette terrible tragédie où 6 habitants ont trouvé la mort. La mer est forte. C'est merveilleux. Nous avons entendu un énorme grondement. Ça nous a fait très peur. Nous avons laissé nos paniers sur le rivage et nous sommes partis nous réfugier dans les maisons les plus proches de la plage. À peine étions-nous arrivés qu'une pluie de cendres a commencé à s'abattre. C'était vraiment effrayant. Nous avions vraiment très peur.
Vous êtes la mémoire de cette île. Vous expliquez aux plus jeunes que le volcan Stromboli peut être dangereux? Non, en fait, je ne leur dis rien, parce que sinon je vais les effrayer. De n'importe quel endroit du village, le volcan qui culmine à 924 mètres est visible, omniprésent, telle une épée de Damoclès. Si la population semble indifférente à la menace, le maire, lui, a mis en place un dispositif en cas d'éruption. Voici la signalétique qui indique l'endroit où il faut aller dans le cas où un tsunami frapperait l'île, mais aussi au cas où il y aurait une éruption. Il faut suivre cette rue et se diriger vers la place où se trouve l'aire de rassemblement. Venez, je vais vous montrer. Depuis la dernière grande éruption en 2002, la gestion du risque sur l'île a été renforcée. Outre les panneaux d'information, Stromboli s'est doté d'un système d'alerte. Il se trouve tout en haut du village, dans la maison de Dieu. Pendant une éruption, c'est l'endroit le plus sûr pour échapper aux retombées des pierres volcaniques. Aujourd'hui, l'église reste le point de rassemblement de notre communauté. En cas de danger, c'est le sacristain qui donne l'alerte en sonnant les cloches. Aujourd'hui, le maire refuse de céder aux sirènes de l'Apocalypse. Depuis tout petit, nous sommes habitués à vivre avec le volcan, avec le feu. Et ici, c'est un des seuls lieux au monde où l'on peut vivre avec l'air, l'eau, la terre et le feu. Tous les éléments s'unissent et se mélangent ici. Des éléments qui font du Stromboli un lieu béni des dieux. Actuellement, près de 200 000 visiteurs viennent passer leurs vacances dans les îles éoliennes. Seuls Stromboli et Vulcano ont encore un volcan actif. Mais les 7 îles qui composent l'archipel sont classées comme l'Etna au patrimoine mondial de l'UNESCO. Retour en Sicile. Nous sommes sur la côte est. C'est dimanche et Raphaël Azzaro est au centre de surveillance des risques naturels. Comme tous ses collègues, le chef du service de sismologie est d'astreinte un week-end par mois. Sur cet écran, nous pouvons suivre en temps réel la situation des séismes en Italie. De ce côté-ci, nous recevons toujours les signaux de l'ensemble des stations sismiques de Sicile. Là, nous suivons la progression des séismes volcaniques, relevés par les stations au sommet de l'Etna. Pour finir, nous avons ici une simulation de la dispersion des cendres volcaniques en cas d'éruption de l'Etna. Ça, c'est une alerte à un tremblement de terre qui vient d'être enregistré par des capteurs au sommet de l'Etna. Le système automatique a localisé le séisme et il nous en donne la position. En 2012, on a enregistré environ 1600 séismes dans toute l'Italie, dont 600 pour la seule zone de l'Etna. En Sicile, plus de 90% du territoire est classé en risque élevé, ici en orange sur la carte, et très élevé, en rouge. Près de 5 millions de personnes vivent aujourd'hui dans ces zones. Vos collègues de l'université de Trieste disent qu'il peut y avoir un séisme très grave, le Big One. Oui, ce sont des études de probabilité qui donnent des résultats plutôt pessimistes pour la Sicile. Mais il est impossible de dire si un tel séisme se produira dans quelques mois. Mais ça peut arriver. Bien sûr, cela arrivera. L'histoire nous l'enseigne. Il y en a déjà eu plusieurs dans le passé.
Donc, une règle élémentaire de la géologie est la suivante. Ce qui est arrivé dans le passé se répétera dans le futur. La Sicile est l'un des territoires européens les plus sensibles au séisme. Raphaël Azzaro nous emmène ici à Messine, une ville de près de 250 000 habitants. L'endroit le plus vulnérable se situe sur le détroit qui sépare l'île du vieux continent. Là, dans le fond, nous avons la Calabre. Elle connaît un soulèvement tectonique important, à raison de 3 mm par an. On voit bien que les rivages sont surélevés. De ce côté, nous avons un affaissement important qui a créé 2 lacs côtiers. Ce sont ces 2 lagunes. C'est dans cette partie très étroite du détroit, dans la zone maritime, entre la Sicile et la Calabre, qu'un grand stress tectonique se produit. Cela provoque des tremblements de terre. Autrement dit, la zone est extrêmement dangereuse. Pourtant, en s'approchant, on se rend compte que le quartier est fortement urbanisé. Ici, par le passé, la terre a pourtant tremblé à plusieurs reprises. Le séisme de 1908 fut l'un des plus dévastateurs qu'ait connu l'Europe occidentale. Voici les rares images de ce tremblement de terre de magnitude 7. Il provoque une vague de 12 mètres qui renverse tous les édifices du bord de mer. En quelques minutes, une grande partie de la ville s'effondre sur elle-même. Le tsunami touche également la Calabre, située juste en face de Messine. Au total, plus de 80 000 personnes perdent la vie. Le père et le grand-père de Manlio Marino ont travaillé à la reconstruction de la ville. Ingénieurs en structure de bâtiments, ils suivent leurs traces. Ils nous entraînent ici, dans l'un des quartiers où quelques maisons ont résisté au séisme de 1908. Cet immeuble n'a pas bougé. Il est tel qu'il était avant le séisme. D'ici, on peut voir qu'il n'a pas subi de dégâts. C'est l'un des rares exemples de bâtiments résidentiels qui soit resté intact après le séisme. Ici, nous pouvons voir la cour intérieure qui est restée intacte, sans aucune modification, avec l'escalier qui mène aux étages supérieurs. La cathédrale du XIIe siècle a eu moins de chance, mais à chaque fois qu'elle est touchée, elle est reconstruite. Un symbole de la résistance de la ville d'un côté, et de l'autre, les stigmates du drame de 1908. Je vais vous montrer une caractéristique de Messine. Nous nous trouvons à l'arrière de la cathédrale. On voit ici le niveau du terrain avant le tremblement de terre. C'était la hauteur à laquelle se situait le terrain de la ville à la fin du XIXe siècle. Après le séisme, les décombres se sont accumulés dans les rues et le niveau s'est retrouvé rehaussé d'environ 4 mètres. Ici, nous nous trouvons à une hauteur supérieure d'environ 4 mètres par rapport au terrain initial. Très vite, les bâtiments sont reconstruits selon les règles parasismiques en cours au début du XXe siècle. C'est la naissance du béton armé. Partout, les rues sont également agrandies. Mais après la Seconde Guerre mondiale, ces bonnes résolutions sont abandonnées. Avec les années, la région se développe au mépris de ces règles. Manlio Marino supervise l'un des 3 seuls immeubles de la ville construits aux normes parasismiques. Ici, nous sommes à l'étage où seront les garages. Le bâtiment au-dessus de cet étage est isolé. La partie inférieure de ce bâtiment est construite sur une base fixe. Mais la partie supérieure repose quant à elle sur ces disques.
Il y a 44 isolateurs parasismiques à pendule coulissant, tous identiques. Ces isolateurs permettent aux 7 étages supérieurs d'osciller sans se déformer et donc sans subir de dégâts. Cet espace permet également au bâtiment de pouvoir osciller par rapport à sa base. C'est cette même distance qui sépare cet immeuble des autres bâtiments voisins. Le déplacement maximum du bâtiment est de 30 cm. Le projet a été conçu en fonction de ce chiffre. Dans cet immeuble de standing, il y aura 25 appartements. Quel est le surcoût de ces aménagements pour un bâtiment comme celui-ci? 5%? Non, c'est plutôt autour de 10 à 15%. Mais ce coût est bien amorti. En pratique, pendant le séisme, les structures s'abîment. Dans le cas de cet immeuble, en revanche, ce qu'on arrive à éviter, ce sont toutes les réparations qui suivent le séisme. C'est-à-dire les lésions, les fissures, etc. Ici, il n'y aura pas besoin de travaux parce que l'immeuble bouge et oscille comme un bloc rigide au-dessus de l'étage d'isolation sismique. Pour tous les experts, la terre va de nouveau trembler. Pour Manlio Marino, il risque d'y avoir d'autres dégâts que ceux directement liés au séisme. Pour mieux comprendre ce qui risque d'arriver là aussi, il tient absolument à nous montrer le complexe pétrochimique qui se trouve sur le littoral. Il est classé Seveso. Il se situe près de la ville touristique de Milazzo. C'est juste à la sortie du port. Nous nous trouvons dans la baie de Milazzo. Et là, c'est la raffinerie vue depuis la mer. Nous voyons qu'il y a beaucoup de pontons qui servent à amarrer les tankers. Ils déversent le pétrole dans les réservoirs. Comme vous pouvez voir, les usines sont très près de la mer. Elles sont soumises à 2 risques majeurs. Le risque de tsunami, dans le cas où un tsunami arriverait des îles éoliennes, il envahirait la ligne côtière où se trouve la raffinerie. Et puis il y a aussi un risque sismique. En cas de séisme, personne ne sait si ces usines sont aux normes ou pas, si elles ont des dispositifs capables d'amortir les secousses sismiques. Elle pourrait s'écrouler et le gaz nocif qui se répandrait dans l'atmosphère serait encore plus dévastateur que le séisme lui-même. La présence de cette usine provoque beaucoup de polémiques dans la population. C'est vrai aussi que cette raffinerie est une source d'emploi pour les habitants du coin. Alors il y a ceux qui sont heureux qu'elle soit là, et ceux qui voudraient la voir partir parce qu'ils pensent que les possibles dégâts environnementaux sont plus importants que les bénéfices que la ville en retire. Ce complexe pétrochimique emploie directement ou indirectement plus de 1000 personnes. Nous avons tenté de joindre ces responsables. Sans résultat, ils refusent de communiquer sur la sécurité de leurs installations. Depuis 2002, ils continuent pourtant de s'agrandir. Le complexe occupe aujourd'hui 212 hectares, soit près de 300 terrains de football. Sur cette image satellite, on constate que la raffinerie est entourée de centaines d'habitations. Les conséquences d'un séisme pourraient être aussi dramatiques qu'à Fukushima au Japon. Manlio Marino est membre du GLIS, un collectif italien qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, ces experts semblent prêcher dans le désert. La population s'en remet toujours à la Madone de la Lettre, la sainte patronne de la ville. À ses pieds, le Fort Saint-Sauveur a été épargné par les derniers séismes. Mais quand sera-t-il la prochaine fois? À Messine, certains quartiers populaires sont en première ligne. C'est un quartier à haut risque parce que les rues sont très étroites. Ici, même si les maisons sont aux normes sismiques, la circulation est très compromise par l'étroitesse des rues. Cela va être très compliqué et risqué de porter secours ici. En fait, les pompiers, les ambulances et les autres moyens de secours comme les grues, les tractopelles ont des difficultés à venir jusqu'ici.
C'est la protection civile qui est chargée de superviser les opérations de secours en cas de séisme inférieur à 6,5. Au-delà, c'est l'État qui prend le contrôle des opérations. Nous sommes ici au centre opérationnel de Messine. Avant la réalisation de nouveaux bâtiments, il faudrait encourager l'utilisation de technologies parasismiques bien plus avancées que celles prévues par les lois en vigueur. Voilà qui serait un vrai pas en avant. Ici, rien n'est prévu dans l'hypothèse où les raffineries seraient frappées. La protection civile fait au mieux avec les moyens du bord. Depuis 2010, elle organise des exercices de simulation, avec chaque année une semaine de sensibilisation. Elle n'a pas d'autre choix. Éviter un séisme, c'est impossible. Mais on peut au moins réduire le nombre de blessés et sauver les personnes qui se trouvent sous les décombres. Par exemple, au cours des dernières années, on a pu sensibiliser la population sur les comportements à adopter en cas de séisme, grâce à des exercices de simulation, notamment en apprenant aux gens à se mettre en sécurité, en évacuant les bâtiments et en s'éloignant. Si pour le directeur de la protection civile, la mise en place d'un tel dispositif peut limiter le nombre de victimes, les sismologues restent convaincus qu'il faut mieux anticiper les risques pour éviter un drame semblable à celui de 1908. Raffaele Azzaro et son équipe de sismologues cartographient les zones les plus vulnérables dans toute cette partie est de la Sicile. Pour comprendre les scénarios les plus prévisibles, Raffaele et sa collègue archéologue remontent le passé. Ils enquêtent sur toutes les villes fantômes. Voilà, nous sommes arrivés. Comme je te disais, dans cet endroit se trouve l'ancienne ville de Gioiosia Guardia. En Sicile, il existe 17 villes fantômes comme celle-ci. 10 rien que dans cette partie orientale de l'île. La cité était fortifiée. L'entrée était inaccessible. Je me demande comment ils faisaient avec les chevaux. Regarde. Nous sommes arrivés dans la partie périphérique de la ville. Ça, c'est le château. Viens, allons voir par là. Il y a des fortifications et la zone est complètement à pic sur la mer. Regarde, la cité était pratiquement imprenable. À l'époque, au XVIIIe siècle, pour éviter les invasions, les villes étaient construites en haut de collines qui surplombent la mer. Nous entrons par la porte de la ville. Et là, nous sommes dans la ville. C'était la porte principale. Ici, c'était l'église Sainte-Marie de la Neige. Regarde un peu là. C'est l'abside. Et là, c'est la tour du campanile. Le 5 février 1783, un séisme extrêmement violent s'est produit en Calabre méridionale, dans le détroit de Messine. Il y a eu plusieurs secousses en l'espace de quelques jours et toute cette zone a été gravement touchée. Et suite à cela, la ville a été abandonnée. À la suite du tremblement de terre, la ville a été reconstruite à une dizaine de kilomètres en contrebas. Superstition, peut-être. Mais pour le sismologue, l'idée de la population était sûrement de ne pas tenter une nouvelle fois le diable. Venir ici et voir ce qui est arrivé, c'est important pour de multiples raisons. D'abord, ça permet de mieux comprendre les effets réels d'un séisme. Ensuite, il y a aussi une dimension humaine. Ça nous permet de comprendre les dynamiques sociales et la façon dont les populations répondent à un événement aussi traumatisant qu'un séisme. Viens avec moi. Il y avait à l'époque plus de 3000 habitants. Maintenant, nous allons voir de l'autre côté, le golfe de Patti. Nous allons voir si on peut voir les failles qui vont de l'Etna aux îles éoliennes. La ville s'étalait sur plus d'1 kilomètre de long.
Toute cette zone est traversée par de nombreuses failles. Nous enregistrons actuellement de nombreux séismes. Les personnes qui vivent dans ces villages sont habituées à voir la terre trembler sous leurs pieds. Ils ressentent très souvent des secousses qui, jusqu'à maintenant, ont été de faible magnitude, heureusement. Quoi qu'il en soit, le 4 avril 1978, il y a eu un séisme. L'épicentre était au centre du golfe de Pati et la magnitude était de 5,9. Toute cette zone a été touchée, mais ça n'a pas été très grave. Un jour ou l'autre, on s'attend à un séisme bien plus important. À ses yeux, les anciens ont payé un assez lourd tribut pour qu'aujourd'hui, tous les Siciliens soient conscients que le pire est toujours possible, qu'ils peuvent tomber de Caribe dans Scylla. Partout en Sicile, il existe les traces des tremblements de terre qui ont balayé une ville ou un village. Comme ici, l'ancienne cité de Noto, où le 11 janvier 1693, plus d'1 millier de personnes sont mortes. Il ne reste plus que ces quelques ruines. Là aussi, la ville a été reconstruite ailleurs. En Sicile, cette terre de contraste, du pire peut parfois naître le meilleur. La preuve, après sa destruction, les meilleurs architectes de l'époque furent appelés à son chevet. Voici aujourd'hui la nouvelle ville de Noto, avec ses palais et ses églises, construites avec des pierres locales. Le style baroque sicilien exprime le retour à la vie, à la joie de vivre et le refus de la mort, semé par cette terre qui tremble trop souvent, et l'oublier serait pure insouciance.